On va maintenant pouvoir faire le bilan sur cette machine après le montage et puis les premiers essais que j'ai pu faire, les premières impressions. Je vais faire ça en 2 étapes. La première étape, je vais vous donner les points positifs, ce que j'ai bien aimé sur cette machine, ainsi que les points d'amélioration que Creality pourrait ou devrait faire sur une prochaine version, une Under 3 V3. Et puis, dans un second temps, je donnerai des notes. Je vais essayer de faire ça. Alors, dites-moi dans les commentaires si vous trouvez que les critères de notation sont cohérents. S'ils le sont pas, je ferai autrement. Mais voilà, ça permet d'avoir une première notation et puis de pouvoir comparer cette machine avec les autres. Puisqu'il y en aura d'autres. Il y en a une prochainement que je vais tester sur la chaîne. Ça permettra de situer un peu comment se trouve la Under 3 avec l'autre machine et inversement. Alors j'ai pris quelques notes, je vais vous dire ce que j'en pense. Dans les points positifs, alors la rigidité de la structure, entièrement faite en tout cas sur le châssis en profilé 40 par 40, on est plus sur un profil Under 3 Pro, ce qui donne vraiment une machine cossue et avec une base qui tient bien et qui vibre pas. Donc ça c'est plutôt un bon point. Alors c'est pas forcément dans l'ordre, hein. Le tiroir, je trouve que c'est une belle attention, ça permet de combler un vide et puis de ranger ses outils. Par exemple, moi, ma pince Bruxelles pour enlever le filament qui coule sur de la buse, je sais jamais où je la mets et du coup, ça permet de l'avoir dans le tiroir et de la trouver tout de suite. Autre point positif, les tensionneurs de courroie. Alors, il n'y avait pas sur le premier modèle. On la trouve de plus en plus, enfin, on les trouve de plus en plus, ces tensionneurs sur les machines qui sortent actuellement. Alors on pouvait quand même régler la tension de la courroie avant, mais maintenant on peut le faire plus facilement, il n'y a pas besoin de dévisser plusieurs vis, il y a juste à tourner une petite molette et puis la courroie est tendue. Les ressorts du plateau, sur la V1 ils étaient un peu souples, ce qui fait que le plateau avait tendance à bouger un peu et à se dérégler. Là j'ai l'impression, alors c'est peut-être qu'une impression, mais en tout cas j'ai l'impression qu'ils sont un peu plus rigides, et ça c'est un bon point. L'écran, la nouvelle interface graphique, alors c'est un écran qui est en mode portrait, écran bicolore. Alors ça donne vraiment une touche un peu plus sympa que le vieux Marlin un peu vieillot. Par contre, ce qu'on pourrait regretter, on est toujours sur un bouton rotatif sur lequel on doit appuyer pour valider, mais on aurait envie que cet écran soit tactile. En tout cas, on a envie d'appuyer dessus pour pouvoir faire les réglages, surtout quand on a touché à des écrans tactiles avant. Enfin voilà, ça aurait été bien qu'il soit tactile. Après, c'est pas en soi pénalisant. Je l'ai quand même mis dans les points d'amélioration je l'ai quand même mis dans les points positifs de la machine. On a une carte 32 bits sur cette nouvelle machine, ce qui est une évolution par rapport à la machine d'avant. Alors, 32 bits sur ce genre de machine, est-ce que c'est bien utile? J'en suis pas certain, mais en tout cas, ça fait partie de l'évolution du marché des imprimantes 3D. Et surtout, ça a permis d'intégrer des TMC 2208 qui sont des drivers silencieux, et ça permet d'avoir des déplacements de machines silencieux sur les axes X, Y, Z et puis sur l'extrudeur. Ça, c'est un point positif. Un autre point positif, c'est que le boîtier de ventilation était, le boîtier dans lequel était la carte était ventilé par le dessus avant avec un trou de ventilation qui pouvait laisser passer des bouts de filament ou des poussières, ou enfin tout un tas d'autres choses. J'avais d'ailleurs fait une vidéo sur la Under 3 V1 avec les différentes améliorations, et le cache ventilateur, ça en était un. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu la vidéo, je mets une petite fiche pour que vous puissiez aller la voir. Maintenant, ce trou de ventilation se trouve sous le boîtier, on ne le voit plus, donc il n'y a pas normalement de choses qui peuvent tomber dedans. Donc ça, je trouve que c'est une petite amélioration, mais ça vaut le coup de la noter. Et puis malgré que le portique soit livré démonté sur cette machine, le temps de montage est relativement court, environ 30 minutes, et puis la notice est bien faite. Ça c'est un bon point, il y a plein de notices de machines qui sont très aléatoires. Celle-ci elle est très bien détaillée, et d'ailleurs Creality a fait une vidéo que vous pouvez trouver sur leur chaîne, il me semble, et surtout vous pouvez la trouver sur la carte micro SD qui est fournie avec. Une vidéo qui est hyper bien faite, on voit que c'est pas les mêmes moyens que je peux avoir. J'estime qu'une machine sur laquelle on met une trentaine de minutes pour la monter, c'est tout à fait raisonnable. Et ça permet d'éviter la frustration de passer trop de temps à la monter et puis de galérer. Voilà, ça c'est un point positif. Après, dans les améliorations,
qu'est-ce que j'ai mis? Ah ouais, la carte mère limitée, c'est-à-dire que c'est une carte mère propriétaire de chez Creality, et en fait elle est équipée de 4 drivers, X, Y, Z extruder, point final en fait. On peut pas rajouter des drivers supplémentaires, et surtout on peut pas remplacer un driver défaillant ou un driver qu'on veut un peu plus performant. Donc ce sont des drivers fixes, et la carte aura pas une évolution, une grosse évolution possible. Alors on a vu qu'il y avait un connecteur de disponible pour rajouter un détecteur de filament. Je pense que Marlin est prêt pour pouvoir l'intégrer sans faire de modif. Et puis surtout, il y a aussi un connecteur pour le BL Touch. Donc là, ça imposera une mise à jour du firmware. Mais en tout cas, c'est 2 options possibles qu'on peut rajouter sur cette carte. Après, ça s'arrête là. Pas de détecteur de filament, ça c'est une amélioration. Aujourd'hui, sur les machines qui sortent, si je prends l'artillerie, si je prends la Bluer, elles sont intégrées, enfin elles sont toutes équipées de détecteurs de filament. Aujourd'hui, un détecteur de filament sur AliExpress, un MakerBase, ça vaut moins de 3 euros. Donc j'imagine qu'en termes de prix de revient ou avec le volume que peut avoir Creality, c'est pas un gros investissement, mais c'est une petite option en plus qui fait toujours plaisir. Pas d'auto-nivellement, ça c'est dommage, c'est dommage. Aujourd'hui en 2020, les machines arrivent de plus en plus avec de l'auto-nivellement. Celle-ci n'est pas équipée. Voilà, vous pouvez toujours le faire, hein, rajouter un BL Touch ou un 3D Touch ou autre chose, mais en tout cas j'aurais aimé que cette machine soit équipée. Le Dual Z manquant aussi, c'est pareil. On voit de plus en plus des machines équipées en Dual Z, donc avec 2 axes, enfin avec 2 moteurs sur l'axe Z, qui sont souvent synchronisés par une courroie quand les moteurs sont alimentés par le même driver, et puis qui ne sont pas synchronisés quand les 2 moteurs sont alimentés séparément. Un port USB aussi, ça aurait été bien. Ça permet d'avoir une clé USB plutôt que d'avoir de la micro SD. La micro SD, on est obligé de la sortir, la mettre dans un adaptateur USB ou un adaptateur SD, de la mettre dans le PC, après on la retire, on enlève la micro SD, on la met... Enfin voilà, c'est des petites manips en plus, mais d'avoir un port USB, ça aurait pu aussi être bien. Alors, un autre point aussi, que c'est les clips. Le plateau, alors le plateau, je vais le mettre dans les points positifs, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais le plateau, c'est un plateau de type Ultra Base. Vraiment, super surface, ça adhère super bien. Si on fait un bon autonivellement, la surface est vraiment top. Alors attention, elle est un peu fragile. La spatule qui est livrée avec, vous amusez pas à gratter pour sortir le print. Vous attendez que le plateau refroidisse, et après peut-être juste décoller un bout de l'impression pour pouvoir la sortir, mais surtout ne grattez pas avec, le plateau est assez fragile. Et donc ce que je disais sur les points d'amélioration, ce sont les clips. Il y a un clip à l'avant et un clip à l'arrière. Ces 2 clips réunis réduisent la surface du plateau, enfin, en tout cas la longueur imprimable du plateau sur l'axe Y d'environ 1 cm. Donc on n'est pas sur un plateau avec une impression possible sur toute la surface. Ça c'est dommage. Ce qui aurait été bien, c'est d'avoir un système de clips de plateau un peu plus évolué comme on a pu voir sur la CR6. Où ça prend pas du tout de place sur la surface du plateau. Ça évite d'aller taper avec la buse ou d'aller taper avec le BL Touch ou autre système d'autonivellement dans ces clips. Il reste 3 axes d'amélioration à mon sens sur cette machine. Le premier, c'est le support de bobine qui est un peu vieillot, qui manque un peu de fluidité. Un support de bobine monté sur roulement aurait été, comme, à mon avis, un peu mieux. Ça aurait permis de dérouler la bobine de manière plus fluide. En fait, là, la bobine, à chaque fois qu'elle se déroule, elle fait des à-coups, enfin, elle ne glisse pas bien sur le support. L'extrudeur qui a un petit peu changé par rapport à la version 1. Ils ont un peu décalé le trou d'entrée de l'extrudeur pour l'éloigner de la vis trapézoïdale. On pouvait voir sur la V1 que le filament pouvait frotter sur la vis et du coup se charger en graisse ou alors s'abîmer. Là, c'est plus le cas. Ils ont décalé le trou d'entrée et ils ont mis un petit insert en laiton pour éviter le phénomène d'érosion de l'extrudeur. En fait, quand la bobine est sur le dessus, le fil vient frotter sur l'extrudeur qui est en plastique et on finissait par avoir un trou sur l'extrudeur. Après, cet extrudeur, aujourd'hui, il y a beaucoup de machines qui sont en dual drive. Là, c'est un simple extrudeur, comme on pouvait le voir sur la V1. Et puis, on galère un peu à insérer le filament. Alors, le premier passage sur l'entrée de l'extrudeur, ça va, mais en fait, une fois qu'on a passé la vis d'entraînement,
On a du mal à trouver le trou pour traverser jusqu'au tube PTFE, et j'ai dû passer 5 bonnes minutes. Il suffit que le filament soit un petit peu vrillé, et on n'arrive pas à trouver le trou, et c'est un peu chiant en fait, faut le dire, c'est un peu chiant. Alors qu'aujourd'hui, sur la Tornado par exemple, où j'ai installé un clone BMG en dual drive, en fait je mets le filament à l'entrée de l'extrudeur, j'appuie sur charger et ça fait le boulot tout seul, quoi. Là, il faut vraiment y aller à la main, il faut appuyer sur le ressort pour le rentrer. Et ouais, je vous dis, j'ai bien mis 5 bonnes minutes la première fois. J'ai recoupé mon filament, j'ai essayé de le redresser. Enfin, c'est pas hyper pratique. Ça aurait été bien d'avoir un extrudeur qui soit un peu plus qualitatif et un peu plus fonctionnel. Et puis le dernier point, alors ça c'est vraiment dommage. Je vous mettrai un petit extrait en vidéo. Alors de mémoire, la machine est relativement silencieuse, même très silencieuse sur ses déplacements. Mais alors quand on lance une impression, alors sur la première couche où on n'a pas le refroidissement du filament, la machine fait à peu près 48 dB, ce qui est tout à fait raisonnable. Mais alors quand le ventilateur de refroidissement du filament se met en route, on gagne 3 dB facilement, c'est-à-dire que la machine fait 2 fois plus de bruit, et finalement cette machine, il faut lui dédier une pièce, parce que vous pourrez pas la mettre dans un salon et vivre à côté, ou dans une chambre, pour ceux qui mettent ça dans une chambre. Elle sera obligatoirement obligée de fonctionner sur des moments où vous n'êtes pas présent, où vous ne serez pas dérangé par ce bruit. Ça, c'est un gros point négatif. Je sais pas pourquoi ils ont fait l'effort de mettre des drivers hyper silencieux, et derrière ils mettent un ventilateur de refroidissement du filament qui fait un potin pas possible, et pour un résultat en plus, on va le voir juste après, qui est pas probant. Voilà sur les points positifs et les axes d'amélioration pour cette machine. Alors maintenant, j'ai défini des critères de notation. Sur 5, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 critères. Ça fait une moyenne sur 5 après, et une moyenne sur 20. Donc sur le montage, j'ai mis une note de 4,5 sur 5. Alors ok, la machine elle n'est pas entièrement montée, il faut monter le portique, mais c'est relativement simple à faire. Et puis surtout, la notice qui accompagne la machine est vraiment très bien faite. Du coup, enfin voilà, ça permet de prendre en main le montage, et ça permet de faire un montage relativement rapide, en à peu près 30 minutes. Alors pour les options, j'étais un peu plus sévère. J'ai mis 3,5 sur 5. Alors pour moi, ce qui sauve cette note, c'est les tensionneurs, qu'on retrouve aussi maintenant sur pas mal de machines, mais qui sont un plus sur celle-ci. Le tiroir d'accessoires qui est accessoire en lui-même, mais qui est pratique, et je trouve que c'était une bonne idée. Et le plateau, qui est un très bon plateau, franchement, c'est un vrai level up par rapport au Bultac qu'on pouvait voir sur la Under 3 avant. Alors je dis que ça sauve la note pour une simple et bonne raison, c'est que j'aurais aimé avoir au minimum un capteur de fin de filament. Aujourd'hui, pour 2,50 € on en trouve sur AliExpress, donc forcément pour 1 ou 1,50 €, ils auraient pu l'intégrer. Je vous mettrai un lien dans la description pour 2 capteurs de filament, un chez Otenz et un sur AliExpress de chez Baker Base, qui doit coûter entre 2 et 3 €. Un capteur d'auto-nivellement, ça aurait été aussi très apprécié sur cette machine. Ça évite de faire la remise à niveau du plateau régulièrement. On verra après avec des nouveaux ressorts, normalement le plateau devrait un peu moins bouger. Et puis l'extrudeur, je pense que c'est une option aujourd'hui où, alors soit on passe en direct drive comme certaines machines, mais au moins avoir un extrudeur dual drive, ça me semble être la base aujourd'hui en 2020 sur ce type de machine. Ensuite, il y a une note sur le confort de fonctionnement. Alors là, je l'ai un peu cartonné. Alors, elle a une belle interface, ça c'est chouette, c'est vrai que c'est plus pratique. On aurait aimé qu'elle soit tactile, mais c'est pas pénalisant. Et par contre, le bruit, alors pour moi c'est irrémédiable, une machine qui fait autant de bruit. Je pense qu'elle fait plus de bruit que la V1 malgré ses drivers silencieux.
Quand le ventilateur de refroidissement du filament se met en route, franchement, c'est vraiment très désagréable. Donc 3,5 sur 5 sur le confort de fonctionnement. Qualité d'impression, j'ai mis... Alors, qualité d'impression sortie de carton. C'est-à-dire que on monte la machine, on fait les premiers réglages et on lance une impression. Il n'y a pas de profil Cura aujourd'hui sur la version 4.7, donc j'ai pris le profil de la Under 3 Pro. Donc sortie de carton, pour moi, on est sur une qualité d'impression à 4 sur 5, et je vous montre sur les impressions qu'on a. Alors j'ai imprimé deux Benchy. Voilà, le premier Benchy à 50 mm par seconde. Donc on voit que c'est plutôt propre. Alors, je ne sais pas si on voit bien ici, on a un peu de stringing de fil d'ange ici, là, entre le volant du bateau et puis l'arrière. Et puis ici, au niveau du pont, on voit que le pont, il n'est pas entièrement terminé. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Par rapport au bruit que fait le ventilateur et son efficacité, c'est vraiment dommage. La première couche, on voit qu'elle est belle. On arrive, alors c'est du blanc, ça prend beaucoup la lumière. On arrive à distinguer 3D Benchy. Voilà. Et puis on a juste, alors ça peut-être que je vais pouvoir le corriger, mais on a des petits artefacts ici. Je sais pas si on voit bien. Voilà, alors je sais pas, c'est peut-être au niveau de la rétractation, je verrai. C'est pour ça que cette note est vraiment sortie de carton. J'essaierai d'améliorer le profil Cura pour avoir de plus belles impressions. J'ai aussi lancé une impression du Benchy en 100 mm par seconde. Alors là, on retrouve les artefacts ici, mais que sur un côté. Voilà, la première couche est plutôt bien. On a quelques couches un peu décalées. On voit ici et on voit là. On retrouve le stringing ici entre le volant et puis l'arrière du bateau. Là, on voit aussi un petit décalage. Alors peut-être que mes courroies n'étaient pas très bien tendues, mais je referai d'autres essais. Mais voilà, ça c'est sorti de carton. Alors sur le cube de calibration, elle s'en est plutôt bien sortie. Même sur mon logo qui a des bordures un peu fines, enfin le logo est très reconnaissable. Voilà, on a un petit peu de décalage ici, donc c'est pour ça que je me disais que peut-être les courroies qui seraient à retendre un petit peu. Je pensais l'avoir bien fait, mais a priori non. Voilà, bah après, là c'est ma couche qui est un peu trop écrasée, donc on a une petite patte d'éléphant, mais ça se règle facilement. Bon, voilà, en tout cas, la qualité du cube est plutôt raisonnable. Et puis, sur le petit test d'impression, là, donc sur les écritures, on est plutôt bien. On aperçoit ici les petits cheveux d'ange, là. Donc je pense que la rétractation est à revoir. Sur l'écriture, alors j'ai imprimé en 0,2, peut-être j'aurais dû le faire en 0,1. Mais non, ça aurait rien changé, je pense, de toute façon. Enfin, on distingue ce qui est écrit, mais c'est pas hyper clair. Sur les ponts, on voit ici que ça a tendance à s'écraser un peu, et puis on voit ici, sur le bridging, ici on est autour de 60-65%, enfin degrés, pardon, ce qui prouve que la ventilation fonctionne, mais n'est pas non plus super efficace. Enfin voilà pourquoi j'ai mis une qualité d'impression sortie de carton à 4 sur 5. Alors j'ai aussi un critère esthétique où je lui ai mis 4,5 sur 5, parce que c'est une machine sans être extravagante, qui est relativement sobre, noire, et avec une petite touche de bleu qui permet de donner un peu de relief. Voilà, c'est une machine qui s'intègre parfaitement dans tout, dans un bureau, dans un salon, enfin n'importe où. Donc voilà, c'est pas un design extraordinaire, mais c'est une machine sobre qui passe partout. Donc ça me paraissait correct de mettre cette note de 4,5 sur 5. Le dernier critère, le rapport qualité-prix, je lui ai mis 4,5 sur 5. Aujourd'hui, c'est une machine que j'ai payée 212 € pour une qualité d'impression sortie de carton qui est relativement correcte, enfin qui est même bonne. Pourquoi pas 5? Parce que on trouve aujourd'hui des machines sur le marché qui sont un peu moins chères et qui ont une qualité d'impression aussi bonne. Et puis surtout, c'est que sa petite sœur, ou sa grande sœur, puisqu'elle est sortie avant, la Under 3 V1, aujourd'hui on la trouve à moins de 200 € pour un résultat qui est aussi bon. Alors c'est sûr que c'est pas une 32 bits, il manque les tensionneurs, mais enfin dans la majorité
de ce qui compose la machine, en fait. C'est quasiment la même. Et pour moi, aujourd'hui, si j'avais une Under 3 V1, je passerais pas le pas vers une Under 3 V2. Donc ce qui fait une note moyenne de un peu plus de 4 sur 5, et ramené sur 20, ça fait 16,3 sur 20, donc elle a une mention très bien, cette machine. Il y a encore des choses à améliorer, et on espère les trouver dans la Under 3 V3, s'il y en a une de prévue chez Creality. Cette vidéo se termine, j'espère que vous l'aurez appréciée. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un pouce en l'air. Je vous invite aussi à mettre un commentaire si vous le souhaitez. Et dites-moi si vous trouvez que les critères d'évaluation vous semblent cohérents, et si c'est pas le cas, dites-moi ce que vous auriez rajouté. Ça me permettra de mettre à jour cette évaluation, et ça me permettra aussi d'avoir cette même évaluation pour les autres machines que je pourrais tester. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne pour m'aider à la faire grandir, et puis peut-être avoir plus de partenariats avec des fabricants de machines pour vous proposer d'autres évaluations de machines. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas, c'est en faisant qu'on apprend.